À travers près de 200 pays, la météo est surveillée en permanence. Des superordinateurs qui font 10 millions de milliards de calculs à la seconde, des dizaines de modèles qui tournent tous les jours sur ces mêmes machines, des données relevées dans plus de 29 000 stations réparties à travers le monde, qui permettent de surveiller la quasi-intégralité de la Terre, soit 510 millions de kilomètres carrés de surface. On arrive à peu près à traquer des phénomènes météo qui font plus de 600 km d'envergure, et pourtant, impossible de connaître le temps qu'il fera dans 7 jours. Des quantités absolument astronomiques de moyens sont dépensés pour pouvoir prévoir la pluie et le beau temps, pour finalement n'y arriver que très partiellement. Avec ce genre de constat, je me demande quand même s'il n'y aurait pas moyen d'améliorer tout ça, comme peut-être suivre la vague de l'intelligence artificielle. Mais surtout, est-ce que ce serait possible de prédire l'apparition d'une tornade avec 30 jours d'avance? Pour comprendre correctement le fonctionnement de la météo que nous, le commun des mortels, nous percevons, il faut d'abord commencer par comprendre le pourquoi. Et ouais, à quoi ça peut bien servir de prédire la météo? Au quotidien, pour nous, ça permet surtout de savoir si jeudi prochain tu dois prendre une veste et un parapluie pour pouvoir aller faire tes courses. Ça, ce serait un cas de figure quand même plutôt classique. Dans un second temps, tu pourrais essayer de savoir si ta région va peut-être entrer en période de canicule. Est-ce que tu dois prévoir de l'eau en plus grande quantité? Est-ce que tu dois éviter de tailler ta haie par 30 degrés dehors et éventuellement enfiler un short? Pour ça, on est d'accord, c'est un cas de figure déjà un peu plus rare. Prédire un phénomène qui peut porter atteinte à l'intégrité physique de certaines personnes, comme les fortes chaleurs, bah c'est plutôt bien, et dans certains cas, ça permet même de sauver des vies. Et là, normalement, tu dois commencer à percevoir l'intérêt réel de la météo. Si tu veux, on peut pousser l'exemple encore un petit peu plus loin. Je sais pas, imagine que tu prépares un voyage aux Caraïbes depuis 3 mois. Le jour du départ, le ciel est un peu gris, mais vraiment rien d'alarmant. Quand soudain, dans les couloirs, résonne l'appel pour embarquer dans l'appareil. Tu montes tranquillement dans l'avion, tu prends place sur ton siège, et quelques minutes après, l'appareil finit par décoller. Malheureusement pour toi, le temps ne s'est vraiment pas arrangé, et le pilote t'emmène tout droit vers un orage de grêle. L'appareil qui tangue violemment, le son des impacts sur la carcasse du Boeing, la voix du copilote qui dit de ne pas s'inquiéter, l'appareil entame enfin sa descente et finit par se poser. Tu n'es pas arrivé à destination, mais après plusieurs minutes au cœur de la tempête, toi et les 300 autres passagers, vous venez tout juste d'échapper à un accident dramatique. Investir des milliards dans les prédictions météo à travers le monde, évidemment ça ne sert pas juste à arriver sec à l'anniversaire du petit Théo, ça sert aussi et surtout à sauver des vies, et épargner des millions voire des milliards d'euros de matériel. Mais une petite question devrait commencer à germer dans ton esprit. Comment on prédit la météo? Heureusement, aujourd'hui, Madame Irma n'a rien à voir avec ça. La génération de cartes météo, ça va se faire en gros en 3 étapes. La phase d'observation, la simulation des différents mouvements de l'atmosphère, et la dernière phase, la phase d'analyse des résultats. Bon, ne t'inquiète pas, tu vas voir, je vais te détailler tout ça, et tu verras que le temps qu'il fera demain n'est presque pas laissé au hasard. Et j'insiste sur le presque pas. Dans un premier temps, pour voir comment les choses vont évoluer, que ce soit pour les prochaines heures ou les prochains jours, il faut connaître leur état initial. Donc il faut commencer par effectuer des mesures à un instant T. Peut-être que demain à 14h30, très précisément, toutes les stations météo qui sont dispersées en France vont effectuer leurs mesures. Ils vont relever plein de données qui sont propres à l'atmosphère. Donc la température, la pression atmosphérique, le taux d'humidité dans l'air, les précipitations ainsi que la vitesse et la direction des vents. Il faut en gros 6 capteurs pour pouvoir analyser l'atmosphère. Et toujours au même moment, il y aura aussi des données de radar et de satellites qui vont être prises. Grâce à tout ça, on va plus ou moins faire une photo de la Terre à un instant T, ou au moins de la France pour notre exemple à nous. Et ces mesures, forcément, les faire à un seul et unique endroit, dans l'absolu, on n'en tirerait pas grand chose. Du coup, il faut les faire à plein d'endroits dans le monde, aussi bien sur Terre que sur mer ou dans les airs. Comme ça, il va être possible d'observer la totalité des courants. Donc tous les déplacements de nuages, des orages, etc. etc. Donc ici c'est tout plein de chiffres qu'on va relever à 14h30. Après avoir pris toutes ces mesures à un instant T, elles vont être rentrées dans un modèle de prévision météorologique. C'est un programme informatique qui va se charger d'analyser le comportement de l'atmosphère, donc tous les mouvements qui sont effectués. D'où l'intérêt de prendre la vitesse et la direction des vents. Après, selon tout un tas d'équations, il va devoir déterminer les scénarios les plus probables. Et ce sont ces modèles qui permettent de dire que Robert le cumulonimbus, qui se déplace à 14 km/h vers le nord, et emmène avec lui pas mal de pluie, que dans 1 heure, Robert arrivera au-dessus de la ville de Paris. Donc, il pleuvra à Paris dans 1 heure. Bon, comme d'hab, c'est un exemple et c'est très simplifié. Mais en sachant où se situe un phénomène et comment il se déplace, ça devient possible de prédire sa position dans le futur. On va donc pouvoir savoir quand il atteindra un certain point. Par contre, ces modèles de prévision météo,
Il demande vraiment une puissance de calcul complètement dingue. Dans la vidéo sur la simulation, je parle brièvement de la puissance d'une RTX 4090, donc plus ou moins la plus grosse carte graphique actuellement pour nous. Et ben, comparé à ces quelques dizaines de milliers de milliards de calculs à la seconde, le supercalculateur utilisé actuellement par Météo France, c'est 20,48 pétaflops. 20 480 000 milliards de calculs à la seconde. Ce nombre est tellement énorme que j'ai absolument rien pour comparer. Si on prend par exemple la population mondiale, c'est environ 8 milliards d'habitants, donc ça fait 8 fois 10 puissance 9 habitants sur Terre. Un pétaflop, c'est 10 puissance 15 calculs à la seconde. C'est un ordre de grandeur qui est 1 million de fois supérieur au nombre d'habitants sur Terre. C'est dire la puissance qui sépare nos PC des ordis de Météo France. Je sais, on parle souvent de la NASA pour la qualité et la puissance de leur PC, mais là on va pas se le cacher, c'est quand même vraiment du lourd. Bref, on reviendra un peu plus tard sur la puissance de cet ordi, mais retiens quand même que la puissance est juste colossale. On entre vraiment dans des nombres qui sont presque inimaginables. Et tout ça pour prédire vaguement la météo de demain, parce que tu seras quand même d'accord pour dire que la météo, c'est pas le truc le plus précis au monde. Et ces ordis là, qui ont une puissance de dingue, bah ils servent juste à calculer des scénarios probables de mouvements dans l'atmosphère. Et par contre là, il y a quand même deux nuances. Déjà, toutes les trajectoires possibles ne sont pas calculées. Je dis n'importe quoi, mais imaginons que le calculateur en fasse 100. Le calculateur va donc calculer 100 trajectoires différentes avec des petites variations dans les perturbations. Peut-être que finalement il en manquait une 101ème, qui peut tout autant se produire que les 100 autres. Et ce scénario pourrait malheureusement mener à des dégâts majeurs qu'on serait incapable d'anticiper. Et forcément, bah, prédire absolument tous les scénarios possibles, c'est juste pas envisageable, c'est littéralement impossible. Et pour ce qui est de la deuxième notion, c'est la notion de probabilité. Bon, on est d'accord, je suis incapable de résumer toute une profession en 1 minute, donc désolé d'avance, mais c'est un condensé de condensé. À la suite des résultats fournis par la machine, il y a l'analyse d'un être humain, un prévisionniste qui va se charger d'analyser et vérifier les résultats. Et ce sera à la suite de ces vérifications qu'il va pouvoir générer les cartes météo que l'on peut voir un peu tous les soirs à la télé. Et c'est son avis qui passe plus ou moins en dernier, puisque c'est un peu lui qui donne le résultat final. C'est lui qui va fournir la carte finale. Donc la météo, à un faible degré, reste sujet à interprétation. Bien sûr, c'est pas à l'aide d'un simple ressenti en mode je sens un peu de vent et je vois 3 nuages au loin, je dirais que ce soir il va pleuvoir. Bien sûr que non, son travail va plutôt se faire en observant des données et en calculant des probabilités. Et c'est pour ça que dimanche prochain, il ne fera pas forcément beau comme c'était prévu, parce qu'on est tout simplement incapable d'en être sûr avec une fiabilité de 100%. Par contre, je te rappelle quand même qu'aujourd'hui on a un objectif, savoir si oui ou non, il sera possible de prédire une tornade avec 30 jours d'avance. L'info tarde peut-être un petit peu à arriver, mais promis, je me moque pas de toi, on va vraiment essayer d'y répondre. Mais il faut commencer par comprendre la météo dans les grandes lignes, pour pouvoir en comprendre ses limites. Parce que même s'il y a une analyse super poussée et quasi permanente de notre globe, le monde entier galère à avoir des résultats vraiment fiables sur le long terme. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle commencerait pas à pointer un peu le bout de son nez là pour venir nous aider et nous apporter une solution ? Eh ben, un petit peu de patience, on va voir ça. Et à l'aide de ce nouveau challenger, donc de l'intelligence artificielle dans sa globalité, du coup que ce soit des systèmes d'analyse de défaillance de machines jusqu'à ChatGPT, eh ben on peut quand même espérer des gains de productivité qui sont plutôt énormes. Et grâce à elle, l'objectif de prédire très précisément différents phénomènes météo, ben ça semble déjà un petit peu plus à portée de main. On est d'accord, c'est pas encore gagné, mais on a quand même de bonnes raisons de croire que dans le futur, bah ça devrait aller mieux. Peut-être même qu'on aura très bientôt la réponse pour nos tornades, mais il faut encore un peu de patience. Pour comprendre les différentes avancées d'un côté, bah il faut aussi savoir ce que les modèles météo ils vont analyser. Alors oui, je l'ai déjà dit, ils prennent plein d'infos de capteurs dispersés à travers le globe, ils vont les compiler et évaluer les différents mouvements qui sont susceptibles de se produire dans l'atmosphère, que ce soit pour un pays ou pour la Terre entière. Mais à quelle échelle est-ce que ces modèles ils arrivent à fonctionner? Si je te dis que le modèle AROME qui est utilisé en France, il possède une résolution de 1,3 km, en soi, à moins que tu sois super calé en météo, bah tu vois pas vraiment ce que je suis en train de te dire. Donc je vais devoir t'expliquer et contextualiser l'incroyable qualité de ce modèle. Pour simplifier, on pourrait prendre une carte de France. Sur cette carte, je vais juste tracer une grille. Je vais par exemple diviser ma carte en 4 carrés équivalents, donc chaque carré représente à peu près un quart de la France. Si je te donne la valeur enregistrée dans ces zones concernant je sais pas, la température par exemple, on pourrait dire qu'au nord-ouest il fait 22 degrés, au nord-est il fait 20 degrés, au sud-ouest il en fait 25 et au sud-est 18 degrés. En tout, j'aurais donc relevé 4 données. On est bien d'accord pour dire que en l'état,
c'est complètement à chier. C'est impossible de savoir, même à l'échelle d'une seule région, si la température va vraiment être de 20 degrés un peu partout. Et je t'ai même pas dit à un seul moment dans quelle ville j'avais relevé ces températures. Et si je viens ajouter dans chaque carré la direction des vents, au plus simple, tout va souffler dans la même direction et à la même vitesse, donc je vais tout faire souffler vers l'ouest. Je peux donc te dire que, en théorie, plus tard, au nord-ouest il fera 20 degrés, et au sud-ouest il devrait faire 18 degrés. Mais j'ai pas plus d'informations que ça, donc on peut clairement dire que ma précision elle est juste effroyable. Et c'est parfaitement normal. Déjà, c'est juste un exemple, et mon modèle, il découpe la France en seulement 4 parts égales. En me basant sur la superficie de la France qui est de 551 695 km², si je divise cette surface par 4, je peux te dire que chacun de mes carrés fait environ 138 000 km². Et c'est de l'approximation, alors par pitié, me fais pas chier là-dessus en commentaire. Et pour ces superficies, bah j'aurai à peu près 370 km de côté. J'ai donc, sur mon modèle avec 4 carrés, une résolution de 370 km. Et cette notion de résolution, elle est vraiment super importante, parce qu'on va le voir un petit peu plus tard, mais la taille des phénomènes météo, elle varie vraiment énormément. Prédire un truc de 100 mètres, ce sera infiniment plus dur que de prédire un truc qui fait 700 km d'envergure. Et pour pouvoir prédire ce phénomène d'à peu près 100 mètres, il faudrait trouver un moyen d'avoir une résolution plutôt de l'ordre du mètre. Si on remet ça à échelle humaine, c'est quand même vachement plus dur de voir un grain de sable arriver dans son œil, plutôt qu'une énorme caillasse lancée par un orque afin de détruire Minas Tirith. Comme ça, c'est logique. Et ça va être exactement pareil pour la Terre. Si le phénomène doit couvrir la moitié du globe, ce sera quand même vachement plus simple de le voir arriver qu'un seul nuage au-dessus de Bordeaux. Pour en revenir à mon exemple, bah j'ai une très mauvaise résolution. Autant dire que pour prédire la pluie ou un orage sur une ville précise, bah c'est clairement mission impossible. Et franchement, heureusement pour nous, on fait vraiment beaucoup mieux que ça en vrai. Pour les modèles actuels, les mailles, donc les cases que je viens de te présenter, c'est pas juste 4 mailles de 370 km. Ce serait vraiment trop pourri comme ça. C'est plus généralement de l'ordre de 2 à 20 km, parce qu'un peu tous les modèles couvrent différentes zones de la Terre, et ils peuvent être un petit peu réadaptés en fonction de la zone à couvrir. Si on prenait la Terre entière, la quantité de données à traiter serait beaucoup trop grande si on utilisait des mailles de 1,3 km. Du coup, on va plutôt utiliser des mailles de 20 km. Par contre, à l'échelle d'un pays, là ça devient un peu plus accessible d'utiliser les 1,3 km. Dans tous les cas, atteindre moins de 2 km de mailles, c'est déjà un truc de fou, mais malheureusement, c'est toujours très grand. À titre de comparaison, le Vatican a une longueur maximale de 1045 km. Bon, on va arrondir à 1 km. C'est toujours 2 fois plus petit qu'un seul côté d'une maille. Donc 2 km, malheureusement, c'est toujours pas suffisant. Et comme la taille finalement, désolé mais ça compte, est-ce que tu as la moindre idée de la taille d'une tornade? Non, parce que la vidéo avance, mais si on veut prédire son apparition, bah ce serait quand même pas mal de savoir ce qu'on cherche. En plus d'être un personnage plutôt puissant de l'univers des X-Men, c'est aussi un phénomène météo assez dangereux. Et il est sujet à beaucoup de difficultés de prévision, parce qu'il est quand même extrêmement petit. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi dans ma réflexion de base. Regarde, si on prend par exemple un ouragan très connu, comme l'ouragan Katrina, bah sa taille c'est à peu près 650 km de rayon. Donc à l'échelle de la planète, on arrive assez bien à le repérer et à le suivre. Pour le moment, ça reste quand même avec une précision relative, mais on arrive quand même assez bien à le faire. En même temps, c'est plus ou moins la taille d'un pays, donc c'est un phénomène météo qui est super grand. Avec les modèles actuels, comme j'ai pu le dire plus tôt, si on prend un maillage de 20 km sur la totalité du globe, on a quand même pas mal de données pour analyser ces trajectoires potentielles. Et en plus, c'est quand même un phénomène qui prend un certain temps à se former. Pour ça, la météo arrive à prévoir avec quelques mois d'avance qu'à peu près une dizaine d'ouragans devraient se former au cours de la saison. En gros, et avec environ une semaine d'avance, que l'ouragan Robert va se former. Et ça va être à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à calculer ces trajectoires possibles. Attends, une semaine seulement? Un phénomène qui fait la taille d'un pays? Pour l'instant, c'est prévisible seulement 7 jours à l'avance. Ça s'annonce quand même compliqué pour ma tornade dans la Creuse qui arrive potentiellement le mois prochain. Parce qu'en termes de taille, autant Katrina faisait 650 km de rayon, une tornade, ça fait plus ou moins 10 à 100 mètres d'envergure. C'est au moins 13 000 fois plus petit. Donc tu vois la douille là? Pour expliquer ce problème de taille, je peux essayer de te faire un petit schéma. Sur l'axe vertical, donc l'ordonnée, on va aussi couper en deux. Comme ça on va définir les phénomènes de longue durée et le phénomène de courte durée. Sur l'axe des abscisses, je vais faire la même chose, sauf que ça va être pour la dimension de ces phénomènes. Si je voulais placer l'ouragan Katrina dans ma grille,
et ben il serait dans les phénomènes de grande taille. Et en plus il a quand même fait des ravages pendant à peu près 8 jours, ce qui veut dire que c'est quand même un phénomène d'assez longue durée. Donc je vais placer l'ouragan Katrina dans la case des phénomènes de longue durée et de grande taille. Un autre phénomène qui a fait pas mal parler de lui ces dernières années, c'est le phénomène El Niño. Et pour éviter de trop rallonger la vidéo, je voulais juste l'évoquer. Pour le coup, El Niño dure plusieurs mois et s'étend sur la quasi-intégralité de la planète. Donc on peut voir une différence très nette entre Katrina et El Niño, que ce soit en fonction de la taille et en fonction de la durée. Et pourtant, les deux je les mettrais exactement dans la même case. Juste que El Niño serait bien plus haut et bien plus à droite. Si maintenant je reprends ma tornade, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle faisait environ une centaine de mètres. Mais ce que j'ai volontairement oublié de te dire, c'est que ça dure tout au plus quelques dizaines de minutes. Donc ça va être microscopique aussi bien en termes de taille qu'en termes de temps. Et c'est justement ça qui va rendre les tornades super dures à observer, et surtout super dur à prévoir. Parce que si je devais te montrer une courbe de difficulté de prévision en fonction de la taille du phénomène, ça ressemblerait plus ou moins à ça. Plus la taille du phénomène est faible, plus la prévision est difficile, et pareil pour la durée, moins ça dure longtemps, plus c'est dur à prévoir. Et en plus, il y a un petit truc que j'ai pas encore dit et qui vient encore pimenter l'exercice, c'est que même si on est à peu près capable de définir les conditions favorables à l'apparition d'une tornade, ça reste toujours très incertain qu'elle apparaisse ou pas. Mais aujourd'hui, on va pas s'étaler plus que ça sur ce problème. Et donc, même si on a une petite idée qu'une tornade va apparaître, sans les forces de l'ordre, sans les bénévoles, et sans toutes les alertes météo qui tournent dans les zones à risque, on peut juste dire peut-être qu'une tornade va apparaître. Pour ce qui est de la difficulté de prédiction, ce serait donc de pouvoir prendre des informations sur la totalité de la planète, à l'échelle du mètre, voire même à l'échelle du centimètre, et donc de rentrer une quantité de données absolument absurde dans un modèle météo. Et après, il sera tout simplement chargé d'analyser la totalité des battements d'ailes de papillons qui ont été effectués. Tout ça pour pouvoir prévoir ces immenses colonnes de vent qui apparaissent à peu près 1000 fois chaque année aux États-Unis et qui détruisent des dizaines de maisons. L'enjeu est bien sûr conséquent, mais sa réalisation l'est au moins tout autant. Il y a beaucoup trop de variables et d'inconnus pour pouvoir déterminer quoi que ce soit à ce stade-là. D'autant plus que des erreurs de mesure, c'est possible aussi. Des capteurs qui n'ont pas la précision requise, c'est possible. Une erreur de calcul, c'est possible. Une équation juste pas assez précise, c'est possible. Donc, on est bien d'accord. Prévoir si le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas, c'est encore extrêmement loin. La précision nécessaire est encore beaucoup trop loin pour nous. Mais est-ce qu'il faut vraiment abandonner l'idée d'en prévoir une 30 jours à l'avance pour autant? Bien sûr que non. Tiens, si au moindre commentaire négatif j'arrêtais de faire des vidéos, ce serait pas sérieux. Ici, c'est pareil. On ne s'arrête pas au moindre obstacle. Il faut trouver un moyen d'améliorer les prévisions. D'ailleurs, avant qu'on me tombe dessus pour des trucs stupides, j'utilise le terme prévision au même titre que le terme prédiction. C'est tout simplement pour faire référence au fait que dans l'Antiquité, pour certains peuples, les oracles pouvaient tenter de prédire la météo. Donc pour moi, ici, prévision égale prédiction, tu vas t'en remettre. Bref, même l'évolution des capteurs, elle est déjà folle. On est passé du thermomètre de mesure avec le mercure qui monte et qui descend, à des capteurs avec une lecture bien plus précise. Du coup, voici un petit exemple fait avec ce que j'avais directement sous la main. Si je prends l'exemple d'un capteur relativement commun, comme par exemple le DHT11. C'est un capteur qui permet de mesurer la température et le taux d'humidité dans l'air. Si je l'utilise, j'obtiendrai donc un certain taux d'humidité dans l'air en pourcentage. Je dis n'importe quoi, mais genre je vais obtenir 45%. Et pareil pour l'humidité, je vais obtenir par exemple 28 degrés. Là aussi je dis n'importe quoi. La précision de ce capteur, elle est relativement faible. Bon, ça va pour un projet perso fait à la maison qui a pas forcément besoin de relever une température avec une précision absolue. Mais si je cherchais vraiment à l'intégrer dans une station météo, il y a des chances que je passe un peu pour un con. Pour la température, il est précis à plus ou moins 2 degrés près. Donc si je relève 28 degrés Celsius, il fait en fait entre 26 et 30 degrés. Pour l'humidité, c'est plus ou moins 5 points de pourcentage dans la précision. Donc si je relève mes 45% d'humidité, en fait il fait entre 40 et 50% d'humidité dans l'air. Donc on va être aussi d'accord là-dessus, on est excessivement loin de la précision absolue nécessaire pour notre objectif. Bon, en même temps, là, c'est juste un petit capteur à 3€. Et pourtant, sur une station météo pas très loin de chez moi, en allant chercher les données publiques de Météo France, par exemple, la précision du capteur de température au-dessus du sol, elle est à 1,5 degré près. À 0,5 degrés, c'est plus ou moins mon DHT11. Bon, ok, la liste des composants de cette station, elle date un petit peu, mais ça te donne une petite idée des limites à exploiter. Peut-être déjà commencer par améliorer la précision des capteurs, parce que comme tout le monde le sait, le moindre petit changement dans les mesures peut donner lieu à d'immenses changements dans les prévisions, surtout si on essaye de les pousser sur un long terme, comme plusieurs jours.
et c'est un petit peu la première définition de l'effet papillon. Dans un second temps, on pourrait peut-être se pencher sur la quantité de capteurs à répartir sur le territoire. Aujourd'hui, on a environ 161 stations qui effectuent des relevés en continu à travers la France. Mais on est d'accord que c'est pas les seules données qui sont rentrées dans les modèles. Donc avec du budget, éventuellement, ce serait possible d'augmenter ce nombre. Par contre, augmenter la quantité de données qu'on va relever, ça va forcément augmenter le nombre de données qu'on va devoir rentrer dans les modèles météo. Et ça va nécessiter de faire beaucoup plus de calculs. Donc, ça va nécessiter des machines encore plus puissantes. Et sur ça, on va peut-être pas trop se plaindre, parce que pour ce qui est de la France encore, on a pas mal de chance. On a un super ordinateur qui figurait dans le top 500 en 2020, c'est celui qui fait 20,48 pétaflops. Et en fait, cet ordi, il est composé de deux appareils, Belenos d'un côté et Taranis. Et c'est sur cet ordinateur que tourne le modèle Arome de Météo France, avec ses mailles de 1,3 km. Pour contextualiser encore un peu cette puissance qui est absolument dingue, dis-toi qu'entre 1992 et 2016, Météo France a multiplié la puissance de ses ordinateurs par 2 500 000. En tout cas, ça t'aide peut-être un petit peu mieux à te figurer les besoins pour pouvoir faire tourner tous ces modèles météo. Et entre 2016 et 2021, c'est même encore un bond de 5 fois plus de puissance par rapport au supercalculateur précédent. Plus de 10 millions de fois plus de calculs à la seconde depuis 1992. 30 ans d'évolution technique pour en arriver là, c'est quand même juste fou. Ça reste une piste d'amélioration assez intéressante, bien évidemment. Et même si la course à la puissance continue, malheureusement ça ne suffit pas, et c'est toujours plusieurs heures de calcul pour pouvoir faire des prévisions. Donc c'est déjà bien, mais c'est encore carrément imparfait. Et ça, même si en 2010, le président de la recherche mondiale sur le climat, Gassem Asrar, avait déclaré qu'il était plutôt confiant sur une chose, les prévisions saisonnières en termes de pluviométrie et de température devraient être fiables avec plus d'1 an d'avance. Bon, bien sûr, ce serait pas pour des prévisions quotidiennes sur 365 jours, et ça, d'ici la fin de la décennie. Aujourd'hui, on est en 2024, et connaître le temps approximatif qu'il fera dans un an, c'est pas encore ça. Alors qu'à l'origine, il basait quand même sa réflexion sur l'évolution technologique qui s'accélérait. Par contre, ce qu'il ignorait sûrement à l'époque, c'est que le boom de l'IA allait arriver, avec ses promesses extrêmement fortes et des résultats déjà assez impressionnants. Et finalement, ça fait que 4 ou 5 ans que des entreprises comme Google, Nvidia ou Huawei planchent sérieusement sur le sujet. Bien sûr, dans le cas de la météo. Évidemment, le chemin est encore long. Mais une solution vers de meilleures prévisions et plus de vies sauvées est déjà entre nos mains. Aujourd'hui, on a quand même des modèles plutôt aboutis, qui sont capables de prévoir des phénomènes de grande ampleur, plutôt sur le long terme. Une prévision du temps pour le lendemain qui est bonne dans 90% des cas, avec notamment une précision sur la température qui est généralement de 1 degré près. J'avoue que avant de faire mes recherches, je m'imaginais pas tout à fait ça. C'est déjà une très bonne surprise pour moi qu'on arrive à atteindre ce genre de résultat. Par contre, avec toute cette demande de puissance, les modèles sont toujours plus énergivores. Et au final, on commence peut-être un peu à plafonner, et les modèles actuels ne sont pas suffisamment précis. Donc prédire une tornade, aujourd'hui, c'est tout simplement impossible. C'est pas qu'on ne le veut pas, mais c'est juste qu'on ne peut pas. On n'a pas les moyens de le faire. Du coup, l'objectif, c'est de commencer à optimiser. Et ça, c'est bien le rôle de l'intelligence artificielle. Trouver un moyen de faire quelque chose le plus efficacement possible, donc le plus rapidement possible, avec le moins d'énergie possible, avoir le moins d'intervention humaine possible, etc., etc. J'ai rapidement énoncé quelques colosses qui se sont un peu penchés sur le sujet. On a par exemple Google DeepMind avec leur outil GraphCast, un outil qui a d'ailleurs été proposé la veille de Noël 2022, donc ça reste quand même assez récent. Et la vraie différence entre GraphCast et les modèles traditionnels, c'est que le modèle de Google ne se base pas vraiment sur des calculs. Là où les modèles traditionnels se basent sur des équations, ici c'est sur de l'observation. Je m'explique. GraphCast a en fait été entraîné avec des milliers et des milliers de cartes déjà relevées. Et selon le site Heller Weather, c'est en fait des données qui s'étalent sur plus de 39 ans. C'est littéralement observer le passé pour pouvoir comprendre l'avenir. Les prévisions du modèle se basent sur les mesures du moment. Et par comparaison avec tout ce qu'il connaît, GraphCast est apparemment capable de proposer une prévision fiable sur 10 jours, en moins d'1 minute. À titre de comparaison, le modèle Arome qu'utilise Météo France, il a besoin d'un peu moins d'1 heure pour effectuer ses calculs, et pour une prévision sous 48 heures. C'est pas 100% comparable, bien sûr, mais est-ce que tu commences à te faire une idée du gain qu'on peut faire avec l'IA pour un modèle un peu plus comparable qui s'appelle Href, qui permet de faire des prédictions à moyen terme, donc à peu près une dizaine de jours. Ça va être un temps de calcul qui va osciller entre 1 et 2 heures. Et toujours selon le même site, Heller Weather, les deux modèles ont été comparés. Et dans la majorité des cas, GraphCast a été bien plus précis. Et je trouve ça assez impressionnant que ces deux modèles qui sont censés être assez comparables, et qui présentent quand même des résultats plutôt convaincants de manière générale, ont pour le coup présenté des différences de fonctionnement aussi grandes. Par contre, de ce que j'ai trouvé, les mailles de GraphCast sont plutôt de l'ordre d'une vingtaine de kilomètres, pour 9 km du côté de Href. Donc le modèle traditionnel a toujours une meilleure précision. Mais on a quand même des résultats qui sont super impressionnants en faveur de l'IA, surtout si on prend en compte le temps de calcul. Et par conséquent, on peut prendre en compte l'énergie consommée.
qui est vraiment en faveur de GraphCast. Et si je m'attarde autant sur le modèle de Google, bah c'est pas vraiment pour rien, c'est parce que Météo France espère avoir un modèle à base d'IA qui serait fonctionnel et mis en route d'ici 2025. Et bien sûr, ce serait un modèle qui serait basé sur GraphCast. Et comme ça arrive théoriquement bientôt, je suis assez curieux de savoir si les résultats vont directement être améliorés. Dans tous les cas, ces outils commencent déjà à s'imposer parmi tous ceux qui sont déjà existants et déjà utilisés à travers le monde. Les perspectives d'avenir semblent déjà bien meilleures. La possibilité d'analyser plus vite et avec plus de scénarios possibles, c'est déjà une sérieuse amélioration en soi. Bien sûr, c'est pas parfait, mais franchement c'est déjà ça. La météo semble clairement se diriger vers des prévisions bien plus précises. Et même si mon idée de prévoir une tornade de 30 jours à l'avance semble s'éloigner de plus en plus, après coup d'ailleurs je pense que c'est quasiment impossible de prévoir avec autant de précision, et que j'avais absolument aucune idée de l'enjeu que ça pouvait représenter avant de faire cette vidéo, on pourrait peut-être espérer au moins 1 ou 2 jours à l'avance pour se préparer à ces colonnes de vent. Et normalement ça devrait déjà être bien plus abordable. Et pour ça, il y a une petite nouveauté qui est arrivée il y a pas très longtemps sur le marché. Et cette nouveauté nous est offerte par l'entreprise Nvidia, qui est incontestablement le leader international de l'intelligence artificielle. Presque tous les modèles tournent grâce à leurs composants. D'ailleurs, un petit truc qui a rien à voir, mais c'est normal qu'ils aient un monopole? Il n'y avait pas des règles qui avaient changé depuis Rockefeller. Mais bref, il y a quelques mois, le boss final de l'IA a présenté son nouvel API Earth-2, un outil à destination des entreprises météorologiques du monde entier. Apparemment, on peut l'observer un peu en ligne, mais j'ai du mal à y accéder depuis chez moi, donc bon. Et comme ils se plaisent à le dire chez Nvidia, c'est un jumeau virtuel de la Terre. Son atout principal, c'est la qualité de la reproduction de la Terre entière, avec pour objectif principal la prévision de tous les phénomènes météo à travers le monde entier. À ce propos, assez récemment, Nvidia a posté une vidéo de présentation sur un outil super intéressant. Pour le moment, il est encore en développement et spécifiquement optimisé pour Taïwan, en tout cas au moment où j'ai écrit ces lignes, et ça a l'air d'être un véritable game changer dans l'industrie. Là où la prévision d'événements titanesques comme les ouragans qui ont une résolution de 25 km, ce qui est plutôt suffisant pour pouvoir déterminer un impact dans une région du globe, on peut savoir si c'est à peu près la moitié de la Chine qui va être prise dans les vents, mais si c'est Beijing dans son intégralité, ça on n'en est pas sûr à 100%. Oui, bon je sais, Beijing c'est juste immense, mais on n'est pas capable de le dire avec précision. Tout ça pour dire que les ouragans, c'est généralement assez bien traqué, mais malheureusement, à cause de la résolution, on peut manquer des détails qui sont parfois d'une importance cruciale. Et ces détails auraient sûrement pu sauver des vies. Et c'est là que Cordif intervient. Le modèle n'est pas entraîné pour pouvoir prévoir avec une résolution de 25 km, mais une résolution de 2 km. Pour obtenir la superficie de chaque carré du maillage d'un modèle d'IA plus traditionnel, c'est en gros une résolution de 25 km. Donc pour cette superficie, 25 x 25, ça donne 625 km². Et ça, c'est la valeur pour chaque maille. En France métropolitaine, selon Wikipédia, il y a 34 826 communes. Et absolument aucune ne dépasse les 250 km². C'est à ce genre d'éléments qu'on peut voir le grave problème d'échelle, et surtout le besoin d'avoir un maillage bien plus étroit. Et malheureusement, c'est un peu sur ce genre de limites que peuvent être perdues des dizaines de vies. Si Cordif arrivait à couvrir l'intégralité de la Terre, on passerait à une échelle de 4 km² pour chaque maille. Et là, ça pourrait couvrir la quasi-intégralité du territoire français, toujours selon Wikipédia, et en approximant un petit peu, 5248 communes ne seraient pas correctement couvertes. Et on passerait de 0% à 85% de couverture, ce qui est tout simplement un bond de géant dans le domaine des prévisions. Et le modèle ne s'arrête pas là, car si prédire la météo à l'échelle d'un pays c'est déjà une prouesse en soi, Cordif commence à être entraîné à l'échelle d'une rue. À l'aide de modèles de simulation de physique comme Palm qui permettrait de simuler les interactions entre le vent et des bâtiments, Nvidia n'a plus pour objectif de prévoir sur plusieurs kilomètres, mais sur une dizaine de mètres. En ayant pondu un modèle qui est apparemment 1000 fois plus rapide que ses prédécesseurs et de la même manière 3000 fois moins énergivore, l'entreprise travaille déjà avec le concours du CWA, c'est tout simplement l'organisme qui gère la météo à Taïwan. Et grâce à tout ça, prévoir des phénomènes de très petite taille à l'échelle de notre planète, ce n'est peut-être plus si loin que ça. Et peut-être même que demain, le monde pliera encore davantage face à Nvidia et sa suprématie en matière d'IA. Bien sûr, rien n'est parfait, et mon idée d'essayer de prévoir une tornade 30 jours à l'avance est et restera très certainement une utopie. Et franchement, je le savais pas vraiment, mais je me dis que c'était quand même un petit peu con. La quantité de paramètres nécessaires serait absolument dingue, tout en ayant besoin d'une précision de mesure qui serait quasi parfaite. Et analyser chaque battement d'aile de papillon, c'est juste impossible. Mais réussir à prévoir des catastrophes de plus grande ampleur comme des ouragans, des inondations, des tsunamis, et ça avec toujours plus de précision, je me dis que l'idée de pouvoir prévoir une tornade peut-être 1 à 2 jours à l'avance, ce n'est finalement peut-être pas si idyllique que ça. Je n'ai aucune certitude quant à ce que l'avenir nous prévoit. Tout
Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au quotidien, des milliers de personnes travaillent à tenter de sauver des vies. Même s'il y a une quelconque notion de vénalité dans le fait de monter une société autour de ce genre de projet, il faut bien trouver un moyen de financer le progrès. Personne ne travaille gratuitement. Après, l'utilisation d'algorithmes, c'est toujours à double tranchant. Fin 2023, il y a Météo France qui a eu quelques soucis avec son système Alpha, qui est chargé d'automatiser la quasi-totalité des prévisions météo pour le grand public, en affichant du 28 degrés Celsius à Strasbourg, un 9 décembre. Des problèmes qui peuvent aussi refléter du manque de personnel. Sans aucune supervision humaine, aujourd'hui il y a peut-être trop de dangers. Il faudra donc aviser et composer avec les outils nouvellement arrivés. Tout le monde le sait, la météo est fortement sujet au chaos, avec le fameux effet papillon. D'ailleurs, si j'avais dû écrire cette présentation, j'aurais choisi un titre beaucoup plus charmant, du genre est-ce que mon propre paix peut générer une tornade dans mon cul? Mais là encore, c'est pas le sujet. Malheureusement, aucun outil n'est parfait. Aucun système n'est complètement infaillible. Donc l'intelligence artificielle a forcément des limites. Peu importe le domaine. Leurs estimations peuvent sûrement grandement varier dans certains cas. Et si la météo gagne en moyenne un jour de prévision en plus tous les 10 ans, l'impact de ces prévisions est infiniment plus grand que juste savoir si je dois prendre une veste pour dimanche prochain. Et quoi qu'on en pense, ça reste super impressionnant de savoir avec 90% de précision quel temps il fera demain.